Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. Je vais commencer du plus récent pour aller vers le plus ancien parce que je sens que le plus ancien je vais un petit peu galérer à vous en parler. On va commencer avec le spin-off de Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions PKJ. C'est vraiment parce qu'il fallait lire en lecture commune une dystopie et une autre raison, je sais plus. Du coup, je l'ai sorti parce que je me suis dit, au regard de ce que je traverse depuis un an, est-ce que je me sens apte à lire une dystopie? Non, très clairement non. Mais je me suis lancée parce que l'écriture déjà de Suzanne Collins qui reste ce qu'elle est, voilà, c'est-à-dire excellente. Traducteurs qui ont aussi fait un super boulot, faut le dire aussi. Je n'ai pas le nom du traducteur sous la main là tout de suite, mais c'est Guillaume Fournier. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, mais je pense que tout le monde le sait vu que le film sort à la fin de l'année, ici on suit Coriolanus Snow à 18 ans, donc bien avant les Hunger Games que nous connaissons nous, et on va découvrir les premiers Hunger Games où les mentors seront des élèves du Capitole. Oui, c'est ça. Et sauf que notre jeune héros joue l'avenir de sa famille en ayant ce rôle de mentor, et c'est comme ça qu'il va rencontrer, comment elle s'appelle déjà cette jeune fille du district 12, dont le nom n'est pas en quatrième de couverture, bande de... voilà, abrutis, j'ai oublié son nom. Lucy Gray, voilà. Lucy Gray, qui se montre, qui a quelque chose d'audacieux, de très différent de ce qu'on voit habituellement. Et il en est ravi. Il se dit finalement j'ai peut-être le district le moins probant en termes de pour gagner, mais elle a ce quelque chose, elle a un truc qui peut faire venir le public. Il va profondément s'attacher à elle. Et en parallèle, eh ben, il y a plein d'autres choses, puisque lui doit se battre pour déjà qu'elle gagne. Et surtout, il doit se battre pour ce côté très ambitieux qu'il a. Il est extrêmement ambitieux, il ne s'en cache pas. Il a un côté légèrement manipulateur, mais il a toujours ce côté humain. C'est d'ailleurs très, très étonnant. Si vous avez vu ou lu Hunger Games, quand on connaît Monsieur Snow, le président quand même du Capitole, quand nous on connaît les faits, et qu'on lit comment il était à cette époque-là, on se dit mais waouh, le mec en fait, bon au niveau intelligence, on n'en doute pas un instant. L'ambition, on n'en doute pas un instant, sinon il ne serait pas devenu président. Mais comment de 18 ans, il était à ce moment-là toujours partagé à... D'où le serpent, le mot de serpent convient tellement pour lui. D'où ce côté très... comment je vais dire, à vouloir manipuler, mais en même temps ce côté très humain, à ne pas comprendre pourquoi les Hunger Games existent, parce que lui il ne comprend pas pourquoi on les maintient alors que la population ne regarde pas et a un petit peu rien à cirer. Et on voit son évolution au fil des pages, on voit tout ce qui se passe, je ne dirais pas trop ce qui se passe parce que franchement, mais c'est tellement dingue ce qu'a créé l'autrice, comment elle a pu renouveler un peu son histoire et avoir quelque chose d'aussi riche, d'aussi détaillé, d'aussi réfléchi. Pas seulement réfléchi par rapport à ce livre-là, mais il y a des dialogues qui peuvent très bien s'adapter dans notre société, notre monde actuel. D'autant plus au regard de l'actualité au moment où je vous parle avec les violences urbaines, etc. Je trouve ça dingue qu'il y ait ce livre que je lise à ce moment-là et qu'il y a des réflexions, j'en ai même parlé avec ma mère, et ma mère elle m'a regardé un peu en deux fois en mode comment tu peux être d'accord? C'est non, mais peut-être pas à ce niveau-là, on est bien d'accord que les Hunger Games, il ne faut pas les créer, mais dans l'idée de il faut forcément un contrôle de la société, sinon, s'il n'y a pas de contrôle, il se passe ce qu'on voit. Sinon, il y a la guerre et il y a des violences urbaines déjà, voilà. Avec du contrôle, imaginez sans contrôle ce qui se passerait. Bref, il y a vraiment des discussions dedans qui m'ont rappelé même mes cours de philosophie. C'est vous dire, les rares des cours de philo que j'ai vraiment retenus, ça me sont revenus un petit peu en mémoire et je me suis dit mais c'est hyper intéressant. Il y a vraiment une réelle réflexion sur la société, sur l'impact de la guerre, comment faire pour éviter qu'il y ait la guerre. Et l'apprentissage de notre jeune héros, enfin héros, façon de parler,
on voit son apprentissage au fil des pages et de ce qu'il va traverser, des choix qu'il va devoir faire surtout. Et comme quoi que c'est pas parce qu'il est au Capitole que forcément les choses sont mieux qu'ailleurs. Voilà. Parce que je me suis dit, mais les Hunger Games n'ont pas lieu seulement que dans l'arène. Ils ont lieu aussi au Capitole. C'est un peu ce que je me suis dit. Et je me suis juste dit, mais même la jeune génération du Capitole subit. Voilà. Subit autant que les autres. Alors c'est sûr qu'après, j'aime beaucoup un personnage dedans, quand elle arrive, la Dr Gaulle, on se dit oh elle est géniale. Puis des pages, je vous ferai votre opinion à vous. Mais je me suis dit, ce personnage a une réflexion à un moment donné par rapport aux apparences qui est totalement juste. J'aurais dû mettre des post-it. D'ailleurs, j'étais tellement au fond dans ma lecture que je n'ai pas pensé à mettre de post-it, rien du tout. Je savourais ces pages, je réfléchissais en même temps en me disant oui, ça c'est juste, oui, mais il y a des fois j'étais un peu comme Coriolanus, à me dire ouais, non, ok, ton principe de base est bon, mais de là à. Voilà, on réfléchit un peu comme lui, et en même temps on nous met face à des choses qui sont. On n'a pas le choix en fait. D'ailleurs, le héros lui-même, il se retrouve face à des choses, mais il se rend même pas compte lui-même. C'est juste hyper intéressant. Et je trouve hyper intéressant de voir jusqu'où les choses sont allées pour lui. De l'avoir obligé à faire face à certaines choses, je trouve ça génial. Mais c'est du... Est-ce que c'est du génie? Non, je sais pas. Je viens de voir d'ailleurs qu'il y a des citations, plein de citations au début, ici, que je n'ai absolument pas lues. Donc je vais les relire parce que ce serait dommage. Ensuite, on passe à Texto de Dimitri Glukovski aux éditions de La Talente. On va rester dans le même optique de société un peu sombre, etc. Ici, on suit un jeune homme qui s'est retrouvé en prison pendant longtemps pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et quand il sort de là, il pense retrouver sa maman et essaie de retrouver un semblant de vie. Sauf que sa mère est morte et que ça perturbe totalement ses projets parce qu'il n'a même pas l'argent pour pouvoir l'enterrer dignement, etc. Et en fait, par le plus grand hasard, il va croiser ce policier véreux qui l'a envoyé en prison et il va le tuer. Comment faire à partir de ce moment-là pour éviter de retourner en prison? Eh bien, il va prendre le téléphone portable et il va se faire passer pour lui auprès de ses proches. Donc on découvre qui était ce policier et comment il est devenu ce qu'il est devenu, jusqu'à sa mort évidemment, et combien de temps ça va fonctionner. Parce que c'est toute la question. Alors si vous voulez de l'émotion, oubliez, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'émotion. C'est vraiment... moi, à la fin, j'étais à la fois fascinée parce qu'on se demande vraiment combien de temps il va tenir, notre héros, face à ce qu'il fait et aux choix qu'il fait. Et en même temps, on nous dresse un portrait de la Russie qui est franchement pas flatteur. Bon, ça n'étonnera personne, hein, mais une fois qu'on a lu ça, on est encore moins étonné par ce qui se passe. Et je me suis dit, à l'heure actuelle, l'auteur n'aurait jamais pu publier un livre pareil. Mais jamais. Franchement, il a été courageux de publier un livre pareil. On nous parle quand même de la censure, de la puissance comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. La corruption, voilà, en Russie, qui n'étonnera personne non plus. Et de tellement de choses qui sont... Mais... On a beau savoir en lisant ce livre, on se dit mais c'est pas possible. Et comment notre personnage principal arrive à tenir autant de temps comme ça, je sais pas. Je sais pas. J'ai même plus une personne... Ilia, voilà, il s'appelle Ilia. D'ailleurs je trouve ça étonnant son nom en ce moment. Et en fait on penche même pas pour l'un pour l'autre parce qu'ils ont tous les deux leur tort, hein, très honnêtement. Mais en même temps... ça montre bien comment on peut bousiller une vie pour rien et que cette vie bousillée elle pourrait potentiellement reprendre mais que les émotions quelquefois nous dépassent et on fait quelque chose qu'on ne ferait pas en temps normal et en même temps est-ce qu'on lui en voudrait? Vaste question. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce livre parce que ma libraire n'a pas lu celui-là mais elle en a lu un autre de l'auteur et elle disait qu'il a une écriture très rêche. Moi je sais pas employer ce genre de mots, je suppose qu'elle a raison.
Mais ça fait aussi une belle réflexion sur les téléphones portables. Le fait qu'on a tout dedans sur nous. Et que si on se fait chourer, bah... Qu'est-ce qui se passe avec? Qu'est-ce que les gens vont faire des données qu'il y a dedans? C'est... ouais. Ça fait pas mal réfléchir quand même. Surtout sur la société russe, plus que sur le téléphone portable, mais quand même. Là, il arrive rien qu'avec un téléphone portable à se faire passer pour l'autre, c'est quand même dingue. Les manteaux de gloire de Sébastien de Castel aux éditions Brajlon. Là, c'est mon coup de gueule parce que ce livre est juste génial et qu'il existe 2 autres tomes et qu'on ne les aura jamais en France. Brajlon, vous êtes agaçant, mais très 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 agaçant. Si vous regardez cette vidéo, je vous aime pas. Je ne vous aime pas du tout. Parce qu'ici, en fait, le roi est mort. Ce roi avait ce qu'on appelle des manteaux de gloire qui sont désormais considérés comme des hors-la-loi. Sauf que ce roi, avant de mourir, a chargé ses manteaux de gloire de chacun de leur côté de retrouver quelque chose pour recréer les manteaux de gloire, leur permettre de revenir sur le devant de la scène. Sauf que, en attendant, ils sont obligés de travailler comme des gardes du corps et que leur employeur va se faire tuer. Et là-dessus, ils vont devoir prendre la fuite. Sauf que c'est que le début. Ils vont découvrir une conspiration. Oui, je relis un peu le résumé, très vite fait, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Et en fait, là-dessus, ils vont être obligés d'intervenir. Et la question du livre, c'est tout le long, en fait, nous avons Falcio, donc le héros ici, qui lui croit dur comme fer qu'ils vont y arriver, qu'ils vont réussir à faire revenir les manteaux de gloire, qu'il faut faire exactement ce que le roi leur avait dit, parce que chacun a une partie, en fait, de cette recherche, on va dire. Et ses 2 meilleurs amis, en fait, eux disent « Bah non, c'est bon, c'est foutu, il faut qu'on avance maintenant, on doit mettre de côté ça et c'est tout. » Et sauf que les événements s'enchaînant, ils n'ont pas trop le temps de réfléchir. Que lui est le meilleur manteau de gloire qui soit, et que les combats sont juste mais incroyables. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est la mentalité des personnages, surtout de Facio, qui est de dire qu'il est préférable de passer par la discussion plutôt que par la violence. Toujours préférer les mots à la violence physique, tant que c'est possible. La violence physique, c'est en dernier recours. Et c'est ce que j'aime dans ce livre. C'est que tout le long, Facio, il ne déroge pas cette règle. Il reste droit dans ses bottes, droit dans ce en quoi il croit. Et c'est ce qui fait tout le charme de ce livre. Et les combats à l'épée sont juste merveilleux. Les descriptions sont juste incroyables. Je sais pas comment ils ont fait. Alors je vous rassure, si l'idée de lire un bouquin où on n'a pas la suite de la série, on peut potentiellement s'arrêter là. Et en même temps, même si on peut s'arrêter là, on a envie de savoir ce qui se passe après, en fait. Parce qu'on est tellement bien dans cette série, avec ses personnages, avec tout ce qui se passe, les révélations qui sont juste incroyables. C'est tellement rare ce genre de livre de qualité, mais bon sang, mais vous avez fait quoi, Brajlon, à ne pas publier la suite? Sachant que je crois qu'ils l'ont sorti en poche. C'est quoi l'intérêt de sortir un livre en grand format, de ne pas poursuivre la série, et de sortir le premier tome en format poche et de ne pas publier la suite? C'est très agaçant. C'est peut-être pour ça que j'en achète plus. J'en ai plein là encore dans ma pile à lire, là, mais j'en achète quasiment plus. Faut vraiment que ça me plaise à fond pour que j'y aille maintenant. Donc qui s'étonne pas s'ils vendent moins. Oui, je suis un tout petit chouïa énervé. Et enfin, j'espère que ça passera, Le peuple de l'air, le tome 1, Le prince cruel de Holly Blake, chez Rajo. Tout le monde en a entendu parler. Moi je suis très longue avant de me mettre à lire un livre, surtout s'il y a beaucoup de critiques positives, je suis encore plus longue. Donc ici on suit Jude et sa sœur qui vivent parmi les Fae après que leurs parents, leur mère et leur père adoptif aient été tués par le père biologique de leur grande sœur aînée. Qui a décrété qu'il devait récupérer la garde de sa fille aînée, mais du coup il se retrouve obligé à prendre les 2 sœurs jumelles. Et en fait, quand elles arrivent là-dedans, enfin elles arrivent, ça fait plusieurs années qu'elles sont là, elles suivent des cours comme les autres Fae, et sauf qu'il y a une petite guéguerre qui a lieu entre Jude et le prince Cardan, qui est un des héritiers du royaume. Et sauf que elle a décidé à ne pas se laisser faire, elle apprend à combattre et elle veut devenir une combattante pour le royaume.
Et comment dire, il se passe tellement de choses, tellement de crasses qui se font l'un et l'autre, enfin c'est tout le temps comme ça. Et sauf que Jude, c'est là où il faut que je réfléchisse bien à ce que je dis, parce que moi en fait il y a une scène dans le livre qui pour moi reflète tout le livre, qui est juste magistrale, qui a été dessinée par beaucoup de gens après la lecture du livre, et je comprends pourquoi. C'est juste pour moi la scène emblématique. Parce que Jude est très intelligente, elle a un fort caractère, et même si elle a certaines émotions, elle évite de se laisser porter par ses émotions, elle se méfie de tout et de tout le monde. Et elle a décidé de combattre les failles. Quant à sa sœur, elle a décidé de s'adapter à la société dans laquelle elle vit, quoi qu'il en coûte. Ou presque. Et en fait, il va y avoir certains événements. En fait, le roi décide de remettre sa couronne, et c'est là que les choses vont un peu dégénérer, puisque les héritiers, il y en a qui veulent plus la couronne que d'autres. C'est un peu ça l'idée. Et que Jude va se retrouver mêlé à tout ça d'une manière ou d'une autre, je ne dirais pas comment. Et que du coup, il va forcément... comment dire ça sans trop spoiler? Ouais, enfin, est-ce qu'elle doit vraiment défier le prince Cardan? Est-ce qu'on peut dire vraiment défier le prince Cardan? À la base, oui, mais encore que. Je peux pas trop en dire, mais grosso modo, c'est un univers. Alors, les failles, ça devient une grande mode depuis surtout cette série-là. J'ai adoré ce livre, je m'attendais pas à me laisser autant entraîner dans cet univers, au point que quand je l'ai fini, j'ai acheté la suite tout de suite. Le jour même, ou le lendemain, je suis allée chez ma libraire, j'ai pris le tome 2, elle me dit tu vas prendre le tome 3, non pas tout de suite, je vais être raisonnable, même si j'ai eu très envie. Je pensais lire la suite tout de suite, et finalement non, j'ai voulu être sage. Et savourer encore cet univers de dingue, hyper détaillé, très précis, où les failles ne peuvent pas mentir. En fait, c'est toute l'intelligence de ce livre, c'est que les failles dans ce livre ne savent pas mentir, donc quand ils veulent mentir, il faut qu'ils trouvent un moyen détourné de dire les choses. C'est pour ça que Jude, quand même, se méfie d'eux, parce que les mots sont choisis avec soin à chaque fois. Et c'est tout ce qui fait le charme de ce livre. Outre l'esthétique, enfin ce côté très... c'est beau, c'est défaillé, c'est toujours... on ne peut que y croire, on peut croire en eux, sauf que déjà, ce qu'elle a vécu gamine, voilà, c'est pas possible. Et de se faire manipuler, enfin, et content de la manipuler constamment, etc. Enfin, c'est juste dingue. C'est un énorme coup de cœur pour moi, je vous recommande plus. Et Holly Black a toujours fait une mouche avec moi. J'avais lu Half-Blood d'elle, qui était juste génial. J'ai un doute sur le titre. Je sais que c'est plus publié. Je suis désolée de vous faire la pub de ce livre alors qu'il est plus édité, mais j'ai cru comprendre qu'il allait peut-être être réédité. Ce qui serait une excellente chose, parce que cette autrice fait beaucoup parler d'elle maintenant. Elle est publiée chez Deux Saxus, le livre me fait cruellement envie, mais c'est Deux Saxus, donc j'attends. J'attends qu'ils sortent en poche, potentiellement, vu que j'en veux de plus en plus sortir en poche, et c'est Holly Black. Il y a moyen, c'est faisable. Bref. Et je trouve que le nom de Prince Cruel est très juste. J'hallucine face à ce livre, la tournure que prend des événements, enfin la construction, etc. Il y a tellement de choses extrêmement bonnes là-dedans. Allez-y. Sur ce, avant que ma caméra tombe en panne.